Il faut toujours commencer quelque part en fait. Parce que j'aime les chiffres. On se plonge vraiment dans le sujet. J'aime bien savoir en fait où je vais. Ça, c'est un côté aussi que moi j'aime beaucoup. Eureka FIP, bienvenue dans le podcast de l'École nationale des finances publiques qui vous aidera à trouver votre voie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre premier invité, Maël. Maël, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Tu es agent C, tu es actuellement stagiaire, tu viens de terminer ton parcours à l'École nationale des finances publiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours qui t'a mené jusqu'à ta situation actuelle? Eh bien, mon parcours n'est pas forcément très extraordinaire. J'ai fait un bac, puis un an d'école d'ingénieur que j'ai ensuite arrêté parce que ça ne me convenait pas. J'ai ensuite fait un service civique à France Travail, qui a duré quelques mois, et ensuite je me suis décidé à passer le concours. D'accord, et c'est pendant ce service civique à France Travail que tu as entendu parler de l'administration fiscale ou alors c'est quelque chose que tu avais en ligne de mire depuis? J'avais déjà ça en ligne de mire après du coup la fin de mon école d'ingénieur. J'attendais juste du coup de préciser ma pensée vis-à-vis de est-ce que je voulais vraiment me lancer dans ça, dans le concours, dans l'école, ensuite dans l'entrée en secteur. Et au final, ça m'a plutôt tenté, je me suis lancé dans l'aventure. D'accord. Et concernant le concours en lui-même, est-ce que c'était compliqué? Il y a eu des écrits? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les conditions dans lesquelles, tu l'as passé? C'était pas forcément très compliqué. En soi, c'était surtout pas mal de stress. Quand on prépare concrètement bien le concours, ça va tout seul. Il y a un peu d'appréhension, un peu de peur de savoir qu'est-ce qui peut tomber. Surtout que moi, personnellement, je venais pas du tout de l'administration avant, je découvrais totalement. Du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre, pour le concours ou quoi que ce soit. Donc pour les différentes épreuves, le concours se découpe en 3 parties, un QCM, une épreuve écrite ainsi qu'un oral que j'ai du coup préparé, individuellement. Donc au niveau du QCM, j'ai, regardé du coup les annales des années précédentes pour un peu voir le type de questions qui du coup pourraient, m'être posées. Pour l'écrit, je sais que j'ai fait du coup qu'un seul écrit d'entraînement et au niveau de l'oral, du coup, je me suis fait briefer par, mon père du coup qui est lui-même aux finances publiques. D'accord, OK. Il se passait où les concours? Alors les 2 premières épreuves se passaient le même jour, du coup l'écrit et le QCM se passaient du coup à Villepinte. D'accord, Donc la matinée, on passait le QCM, on nous laissait le midi et l'après-midi, on avait l'écrit. Une fois qu'on avait les résultats du coup du QCM et de l'écrit, pour savoir si on était préadmissible ou pas, on avait des dates pour l'oral et l'oral s'est déroulé à Paris. d'accord. Pas trop de stress donc enfin, j'imagine plus de stress pour l'écrit que l'oral ou alors c'était l'inverse? C'était un peu équivalent, peut-être un peu plus pour l'écrit du coup parce que le sujet change chaque année, c'est pas vraiment un thème récurrent, c'est un peu, je vais pas dire aléatoire, mais ça peut vraiment varier les différents sujets, donc j'avoue que j'avais plus de stress pour l'écrit que l'oral que j'avais peut-être un peu mieux préparé que l'écrit. Et au final, au moment fatidique de recevoir le sujet, est-ce que ces peurs se sont envolées ou alors, Bah, une fois qu'on est devant, c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup on peut perdre ses moyens, mais en soi, les questions sont assez, précises dans ce qu'on veut et les documents sont assez complets, donc c'est très facile de au moins répondre à certaines questions. Donc d'autres sont peut-être un peu plus poussées, il faudra un peu plus chercher ou apporter des connaissances, qu'on a, mais globalement, c'est très accessible. alors on a parlé de l'écrit et forcément après l'écrit vient l'oral. Dans quelles conditions est-ce que se passait cette épreuve? Quelles étaient ses spécificités? Eh bien, tout d'abord, on rentre dans le bâtiment, logique. On va dans une salle avec toutes les personnes qui, du coup, vont passer l'oral. On nous appelle, donc on passe individuellement avec un jury de 2 personnes et du coup, l'oral se déroule avec on parle un peu de mon parcours, ensuite, diverses questions du coup liées à la DGFiP et ensuite surtout beaucoup de mise en situation, de savoir qu'est-ce qu'on ferait dans tel cas, comment on réagirait, qu'est-ce qu'on ferait? Pour vraiment, savoir si du coup on serait un collègue fiable. Et l'oral en tout a une durée d'environ combien de temps? L'oral a pas duré spécialement très longtemps, environ 20 minutes. On avait 2 minutes de présentation sur notre parcours et ensuite du coup c'était des questions-réponses sur, divers sujets, mais surtout des questions de mise en situation. D'accord, et donc tu passes cet oral, tu obtiens cet oral, mais avant la présentation des résultats, j'imagine qu'il y a un délai. Comment tu as vécu justement ce délai, ce petit suspense? Ça m'a paru assez long
Parce que du coup, je ne savais pas si j'allais être pris, qu'est-ce que j'allais faire ensuite si j'avais pas ce concours. Parce que mon contrat service civique à Pôle emploi allait se terminer. Donc j'avoue que je me serais retrouvé un petit peu sans rien à ce moment-là. Donc l'attente m'a paru longue. Mais au final, du coup, bah, je l'ai eu puisque je suis là et ça s'est plutôt bien passé. D'accord, ça a duré environ combien de temps, le délai entre l'oral et la réception des Il me semble que ça a été environ 2 mois. Je sais que j'ai dû passer l'oral en janvier et que, mi-mars, j'avais les résultats et du coup savoir, que j'allais à l'école en d'accord. formation. Et est-ce que tu peux me décrire ce sentiment, ce que tu as ressenti quand tu as vu ton nom s'afficher sur la liste des personnes acceptées? Quand j'ai vu mon nom inscrit sur la liste, j'étais très soulagé. Parce que du coup, j'étais vraiment dans une espèce de stade où je savais pas trop quoi faire, qu'est-ce qui allait se passer et savoir que du coup, j'avais entre guillemets «une porte de sortie», ça m'a vraiment beaucoup soulagé et j'ai directement appelé, les personnes que je connaissais pour du coup leur annoncer que j'étais pris. Ils étaient tous très contents et ça c'est on a bien fêté ça. Eh bien, en tout cas, félicitations pour cette réussite au concours. Quel a été le stade suivant? Quel a été ce qui s'est passé après? Est-ce que tu as reçu une formation? Est-ce que tu as dû aller dans une école particulière? Sur quel site est-ce que tu étais? Alors du coup, une fois qu'on sait qu'on a, entre guillemets, «réussi le concours», on doit accepter son bénéfice. Une fois qu'on a accepté son bénéfice, on reçoit des mails assez régulièrement pour diverses étapes, comme du coup, choisir l'école dans laquelle on va aller, parce qu'il me semble qu'il y a 5 écoles de formation. Du coup, on fait des vœux de classement pour savoir où on va aller. Ensuite, il y a les 1ers vœux «d'affectation» entre guillemets, qui sont du coup sur, les directions et les départements dans lesquels on peut aller. Donc on choisit le département, comme par exemple Paris, le 93, le 92, Lyon. On peut choisir un peu tout et du coup les directions spécialisées qui sont donc à part. D'accord, et donc toi, tu as reçu ta formation sur, lequel de ces sites? Du coup j'ai reçu ma formation au site de Noisy-le-Grand, Noisy-Montagne. D'accord. Combien de temps a duré ta formation en termes de formation initiale? Ma formation initiale a duré environ 2 mois et demi. À la fin de ces 2 mois et demi, j'ai eu une formation de 2 semaines de pré-spécialisation du coup, quand on a les résultats des vœux qu'on a émis pour savoir dans quelle, direction on allait aller, savoir si c'est un SIP, du coup un service des impôts des particuliers, un service des impôts des entreprises ou un service RH, ça dépend, c'est pas la même formation en fonction de là où on va aller. Du coup, moi, ayant été en service des impôts des particuliers, j'ai eu 2 semaines de pré-spécialisation, du coup à l'imposition des particuliers. D'accord, qui là se déroulait sur le même site ou à l'in Exactement. d'accord. Donc 2 mois et demi de formation initiale, 3 mois environ en comptant la pré-spécialisation. Comment se sont déroulés, ces 2 mois et demi? Est-ce qu'il y a eu 3 mois, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce que, Pas forcément de surprise parce que du coup, quand on arrive, on est un peu tous perdus, on est un peu tous dans le même «bateau» entre guillemets. Heu, du coup, le premier jour, on a commencé une présentation, à l'amphithéâtre qui du coup a très bien répondu à beaucoup de nos questions. Il y a énormément d'intervenants qui viennent ce jour-là, du coup, pour nous présenter un peu comment ça va se passer, la formation, comment elle va se dérouler tout au long. Un peu les évaluations qu'on risque d'avoir, pour, du coup, nous évaluer, savoir si on est apte ou pas. Mais globalement, ça s'est très bien passé et il y a pas eu de mauvaises surprises, à signaler. d'accord. J'imagine également que tu as eu du coup un emploi du temps assez chargé pendant ces 2 mois et demi. Est-ce qu'il y a des domaines que tu as étudiés où tu t'attendais pas du tout, que tu n'avais pas du tout envisagé d'étudier? Est-ce qu'il y a eu des surprises sur tes apprentissages, ou alors tu avais vraiment, déjà tout bien quadrillé, en termes d'attente? Alors du coup, vu que je venais totalement d'arriver dans l'administration, je savais pratiquement pas, en quoi consistait entre guillemets «la DGFiP», tous les métiers qu'ils pouvaient avoir et pendant ces 2 mois et demi, on voit vraiment un maximum de domaines différents. Du coup, on voit du coup l'imposition des particuliers, l'imposition des entreprises, les revenus fonciers, et diverses choses comme ça que j'avais absolument pas connaissance. Mais elles sont toutes très bien amenées. D'autres sujets sont plus difficiles que les autres, évidemment, qui sont plus difficiles à appréhender quand on n'y connaît, entre guillemets, «pas grand-chose».
mais tout est assez abordable parce que les professeurs, du coup, qui sont présents nous accompagnent bien, ils savent revenir sur les sujets. Heu, Globalement, l'enseignement s'est très bien passé. D'accord. Et donc, on arrive ensuite à la prise de poste, cet été, après avoir terminé ta formation. Hem, Comment s'est passée la première journée? Quand tu arrives, il se passe quoi? Alors la toute première journée, donc j'arrive dans le bâtiment, je suis un peu perdu, normal. Et du coup, mon chef de service, vient me récupérer avec mon groupe, du coup, d'autres stagiaires de l'ENFIP. Ils nous font un peu, du coup, le tour des bureaux, nous présenter les différents services, les différents, du coup, secteurs. À la fin de cette mini présentation des bureaux, on rejoint, nos secteurs. Du coup, moi, du coup, en l'occurrence, secteur d'assiette. Donc on parle avec les collègues. C'était vraiment une journée assez tranquille. On nous a appris un peu en quoi, consistait, ce qu'on va faire «au quotidien» entre guillemets. Présenter les collègues, un peu apprendre à se connaître parce que du coup on va travailler ensemble tous les jours, par la suite. Mais la journée a été assez tranquille. D'accord. Tu as parlé de secteur d'assiette. Je ne sais pas forcément ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est même. Est-ce que tu pourrais me dire, parce que je suis complètement néophyte, est-ce que tu pourrais me dire ce à quoi ça correspond? Alors les secteurs d'assiette, c'est, du coup différents secteurs qui traitent l'imposition. Donc on reçoit les déclarations, c'est nous qu'on les traite, qui du coup, entre guillemets «calculons», dit grossièrement, l'imposition des gens. On s'occupe aussi des réclamations, que peuvent avoir les gens dues à leur imposition, aux remarques qu'ils peuvent nous faire pour savoir si on doit réétudier leur imposition, des choses comme ça. D'accord, donc c'est un service de traitement des demandes concernant, vis-à-vis de l'imposition des Exactement, secteurs. traitement des demandes et de l'imposition, en termes général. D'accord. J'imagine que dans ces métiers très spécialisés, doit y avoir un jargon administratif qui est, certains diront, assez lourd, assez développé. Est-ce qu'il y a certaines expressions où tu t'es dit: «Ça va peut-être un petit peu trop loin sur le jargon» ou alors, Alors là, en tête, j'en ai pas j'ai pas d'exemple en tête, mais oui, ça m'est arrivé de me dire: «Mais ça veut dire quoi? Pourquoi faire un acronyme pour ça? Qu'est-ce que cette suite de mots veut dire?» Parce que oui, tout le monde débarque un peu quand on ne s'y connaît pas et le jargon administratif, c'est vrai qu'il est assez lourd, mais on s'y habitue sincèrement assez vite, à force de l'entendre, d'essayer même de l'utiliser, de voir si on l'a bien utilisé, ça rentre tout seul. Même s'il est assez lourd et assez compliqué, il y a encore moi-même des choses que je sais pas du tout ce que ça veut dire. l'adaptation se fait assez rapidement, C'est ça. du moins pour les acronymes et les expressions les plus régulières? Et donc, au bout de combien de temps, tu t'es dit: «OK, là, je suis à l'aise dans mon poste, je suis plus nouveau» et à partir de combien de temps est-ce que tu as considéré que tu avais pris tes marques? Je pense que c'est au bout de 2 mois que je pense que j'ai commencé à réellement prendre mes marques avec les divers stages du coup qui me sont confiés. Au bout c'est vrai que le premier mois est assez compliqué parce qu'on voit plein de choses différentes qu'on sait pas du tout faire, qu'on apprend à faire petit à petit, étape par étape et c'est vrai que je pense au bout de 2 mois et demi environ, je suis assez à l'aise sur, l'ensemble des tâches, même s'il y a encore des zones d'ombre. D'accord. Et aujourd'hui, à quoi ressemble une de tes journées types? Une journée lambda, normale, qui se passe bien, où il y a pas trop de problèmes? Une journée type, j'arrive le matin, je prends un petit café. Ensuite, j'allume l'ordinateur, je regarde si j'ai eu des mails, je regarde les diverses applications où j'ai pu envoyer des courriers, du coup, aux contribuables. Ensuite, du coup, je commence à faire les demandes qui arrivent au jour le jour. Par exemple, le courrier du coup, je vais le chercher, je le ramène. Je regarde un peu ce qu'il y a à faire, ce que je peux réussir à faire personnellement, ce que je mets de côté pour des gens plus expérimentés. Je traite ça. Ensuite, le plus souvent, ça me prend environ un peu moins de la matinée, donc je réponds à des mails. Ensuite, c'est la pause du midi et l'après-midi, globalement, c'est en fonction de la demande, de ce qu'il y a à faire à l'instant T. Ça peut varier, saisie de déclaration, réponse aux mails, demande de l'usager. Ça peut vite varier. D'accord. Alors, tu avais parlé de prendre tes marques dans ton équipe, dans l'équipe et dans ton service où tu es. Quelle ambiance est-ce qu'il règne au travail en ce moment, dans ton service?
Au début, c'est vrai que moi, personnellement, j'étais un peu timide. J'arrivais pas trop à prendre mes marques, mais c'est vrai que mes collègues, ils m'ont beaucoup aidé à souvent me rabâcher, de poser des questions que je n'osais pas forcément poser au début, que maintenant je pose sans problème. De vraiment me dire: «Oui, tu es à l'aise, on est tes collègues, on va travailler ensemble pendant une durée indéterminée, on va tous les jours, on va se voir». L'ambiance s'est vite détendue. Maintenant, c'est mes collègues de travail, je peux leur parler, il y a aucun problème, il y a aucun tabou. Alors on a parlé de collègues. Pour toi, qui est le collègue idéal? Est-ce que c'est une personne avec qui on peut rire, avec qui, c'est assez détendu? Ou alors est-ce que c'est, plus un archétype, de personne très motivée et qui va abattre une grande quantité de travail? Je pense que c'est un petit mélange des 2. Quelqu'un qui sait faire la part des choses entre savoir rire, savoir se détendre, savoir du coup parler de choses diverses de la vie du quotidien et avoir quelqu'un qui est du coup, entre guillemets, «sérieux» dans son travail, qui sait te guider, qui sera pas uniquement du coup dans la blague, dans l'amusement et qui aura aussi sa part de sérieux, qui du coup pourra m'aiguiller et quand il y aura pas besoin de m'aiguiller, savoir rire avec moi, pouvoir se raconter des anecdotes ou quoi que ce soit. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a du contact direct avec le public ou alors c'est uniquement par, messagerie interposée? Alors du coup, dans ma direction, c'est un peu spécifique parce qu'on a un service qui gère, eux-mêmes l'accueil. Donc nous, c'est vrai qu'on est très, entre guillemets, «en retrait», mais les contribuables peuvent totalement nous appeler pour du coup avoir des renseignements. On peut nous-mêmes les appeler pour leur demander des renseignements, pour préciser leurs demandes. Donc oui, en un sens, on est au contact de l'usager, mais pas physiquement. L'usager, on l'aura jamais en face de nous. On l'aura, surtout, du coup, au téléphone, par mail justement, par les divers canaux qui sont mis à disposition. Donc tes outils de travail sont principalement le stylo, la feuille, l'ordinateur, le téléphone. Est-ce qu'il y a un canal que tu préfères plus qu'un autre ou alors tous les supports se valent? Alors j'avoue que j'ai ma petite préférence pour, l'espace sécurisé sur impôts.gouv parce que, c'est très simple de l'utiliser. On peut souvent très rapidement, plus rapidement même répondre, aux contribuables que s'ils nous envoient un mail, que s'ils passent un coup de téléphone. Donc c'est vrai que l'espace particulier, sécurisé impôts.gouv est je pense le meilleur canal de transmission. D'accord. Et sur une dimension plus physique, à quoi est-ce qu'il ressemble ton bureau? Quand tu arrives le matin, qu'est-ce que tu as devant toi? Bah, mon bureau, tout simplement, c'est le mien. Je l'ai un peu agencé à ma «sauce» entre guillemets, donc j'ai mes 2 écrans, un pour, les applications du coup que je vais utiliser, un deuxième du coup écran pour les demandes de l'usager, les informations qu'il peut nous transmettre. Si j'ai le téléphone qui est juste à côté, j'ai, mes blocs-notes, mes stylos, un peu tout ce qui pour prendre des notes quand si j'ai besoin d'appeler un usager ou du coup prendre des notes sur un dossier. J'ai ma petite décoration sur le côté, mes petits bacs avec mes papiers, mes livres pour, les informations diverses que j'ai pu voir en formation que je garde à côté de moi au cas où. Est-ce que tu penses qu'il y a une qualité qui ressort, qui est indispensable justement pour pouvoir accomplir les tâches, pour pouvoir accomplir ton travail et surtout bien le faire? De la rigueur. Il faut être très rigoureux dans le travail parce que, comme on disait, c'est cas par cas. Chaque cas est différent. Il faut faire très attention aux informations qu'on nous donne pour, du coup, ne pas se tromper dans la façon d'imposer ou de traiter la demande. Il faut être très rigoureux, bien prendre son temps, ne pas aller trop vite parce qu'on peut vite louper une information cruciale qui pourra changer totalement la finalité. D'accord. Donc, de la rigueur, de l'organisation, de la prévision Mmh. peut-être? Un certain esprit d'autonomie ou alors ça vient plus en second plan? L'autonomie, c'est vrai que ça vient plus en second plan. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que poser une question, c'est jamais perdu. Si on peut avoir un deuxième avis, ça, en plus du sien, c'est toujours bon à prendre. Parce que c'est vrai qu'on peut voir quelque chose d'un certain angle, demander à son collègue qui verra la chose d'un autre angle, et ça peut changer totalement la situation de mettre en commun les choses. Aujourd'hui, combien de temps est-ce que tu dois rester à ton poste actuel? Dans mon poste actuel, je ne sais pas vraiment parce que j'ai espoir de, du coup, passer un autre concours pour, du coup, passer contrôleur à un moment donné. Si je ne réussis pas à avoir le concours de contrôleur, ça ne me dérangerait absolument pas de rester à mon poste parce que je vois toujours des choses très différentes. C'est pas du tout un travail qui peut être redondant. Dans la forme, peut-être un peu, mais
c'est du cas par cas, donc chaque cas est différent. On voit toujours des choses nouvelles, on apprend des façons de faire différentes à chaque fois et c'est toujours très intéressant et je me vois bien rester plusieurs années, en tout cas. D'accord, et en cas de réussite de ce concours de contrôleur, ce qui ne tardera pas à arriver, hem, quelles évolutions est-ce que tu vois dans ton parcours professionnel? Quels changements est-ce que tu pourrais apporter justement à ce parcours, professionnel? Si je réussis le concours de contrôleur, je sais pas vraiment où je pourrais aller parce qu'il y a tellement de métiers différents aux finances publiques qu'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire, c'est possible, mais on sait vraiment pas de quoi l'avenir est fait. Donc on sait pas réellement où, qu'est-ce qu'on pourrait apporter au ça se fera plutôt sur le tas, savoir comment on prend nos marques, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce poste, ce qui pourra vraiment faire le travail au quotidien. D'accord, et est-ce que, dans une optique plus personnelle, tu aimerais plus te spécialiser dans un domaine ou au contraire diversifier ton panel de compétences? Je pense que je serais plutôt dans une optique de diversifier mon panel de compétences, car il y a vraiment beaucoup de domaines qu'on peut toucher, qu'on peut même survoler, qu'on survole déjà énormément, à l'ENFIP, mais qu'on revoit plus précisément du coup quand on est en poste et on voit plein de sujets différents qu'on ne comprend pas forcément, qu'on va renvoyer à des collègues qui sont dans d'autres secteurs pour que ce soit eux qui traitent parce qu'ils sont un peu plus spécialisés et ça me dérangerait pas du tout de du coup changer de poste, de rester au service d'impôts des particuliers, mais potentiellement de ne plus être en secteur d'assiette du coup, mais être plutôt en secteur qui va plutôt traiter les demandes ou qui vont être plus en relation avec l'usager, voir un maximum de choses. D'accord. Mettons que quelqu'un aujourd'hui hésite à rejoindre les finances publiques, mais qu'il ose pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire pour déclencher justement cette action? Je pense que, je vais parler de mon expérience personnelle. Je pense que la chose qui m'a le plus attiré aux finances publiques personnellement, parce que j'ai beaucoup douté au début avant de me lancer, c'est vrai que c'est les possibilités d'évolution qui sont très grandes. Entre guillemets, on commence agent, on peut très rapidement monter contrôleur, très rapidement monter inspecteur, inspecteur principal. Il y a énormément de possibilités d'évolution. C'est ce qui m'a énormément attiré, de savoir que je pouvais commencer entre guillemets «en bas» et monter tout en haut et que c'était totalement accessible. C'était pas du tout fermé. Après il y a diverses choses qui sont aussi très bien. Les horaires qui sont assez flexibles, donc si on a un emploi du temps assez chargé, des enfants à charge ou quoi que ce soit, c'est très possible de modifier son emploi du temps pour, l'agencer un peu à notre guise, tout en restant du coup raisonnable dans les horaires. Donc ouais, si je devais dire à quelqu'un, rejoins les finances publiques, c'est il y a d'énormes possibilités d'évolution, les horaires sont très flexibles, heu et on s'ennuie pas. D'accord, et donc cette flexibilité et ces possibilités d'évolution, c'est là justement la force des finances publiques, c'est que c'est combiné à une stabilité de l'emploi qu'on trouve assez peu ailleurs. Oui, c'est vrai que moi personnellement quand j'ai recherché du travail avant de me lancer dans les finances publiques, c'était beaucoup de, j'ai essuyé beaucoup de refus, ou des demandes du coup de CDD mais qui duraient pas très longtemps, 2 mois grand maximum, donc 2 mois après je me retrouvais dans la même situation de devoir chercher un travail. Là, je sais que j'ai une sécurité de l'emploi, demain, j'aurai toujours mon emploi, il y aura pas de raison que je le perde du jour au lendemain, à part faute grave. On a vu toute la diversification qu'il pouvait y avoir aux finances publiques. Si tu devais donner un mot, une phrase très concise pour définir ton travail et tes tâches aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Heu, une phrase, du coup, rendre service et savoir que la personne, à la fin, on a résolu son problème et que ça pourra lui enlever un poids. Qu'elle se dira: «Ça, j'ai plus besoin de m'en soucier parce que ça a été résolu». D'accord, Je pense que c'est ça qui fait la grande force de mon travail. donc en fait, l'expression qu'il faudrait retenir, c'est plus rendre service, en fait. Oui, c'est ça, savoir que c'est quelque chose qui fait du bien à la fin de savoir qu'on a vraiment rendu service à quelqu'un. Et donc ce service, c'est un petit peu ce qui donne tout son sens à ton travail, à ton poste, c'est quelque chose que tu ressens au quotidien? Oui, parce que c'est vrai que quand je réponds à des demandes, souvent j'ai des retours des gens qui du coup me remercient de les avoir aidés parce que ça les stressait, ça les préoccupait de savoir que ce problème était là, que j'ai pu le résoudre, avec leur aide et de ce qu'ils ont pu me fournir comme, information et qu'à la finalité, ils soient soulagés. C'est vrai que c'est une satisfaction personnelle.
Bien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver pour de futurs épisodes et puis, je souhaite toute la chance à Maël qu'il peut avoir pour son évolution professionnelle. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux ou en tout cas, réagir et puis je vous dis, à une prochaine fois. À une prochaine fois.